N'est-ce pas le rêve de tout enseignant que de voir tous ses apprenants réussir? Est-ce que préparer et diversifier les activités d'apprentissage peut répondre à ce rêve? Et pourquoi pas en utilisant l'approche de la théorie des intelligences multiples, peut-être? Bonjour et bienvenue à cette formation sur l'intelligence multiple et les documents authentiques de TV5 Monde. J'aimerais vous raconter une histoire avant que d'aller plus loin. En effet, lors d'une formation que j'ai donnée en 2013 sur les intelligences multiples, un des participants m'a dit ceci: « Ah, mais je comprends mieux pourquoi un de mes élèves, au demeurant un bon élève, n'éprouve aucun plaisir à aller en visite scolaire, comme par exemple aller au musée. Il semble n'y avoir aucun intérêt, il est même déprimé. » Ce que vous venez de nous présenter sur les intelligences multiples me fait réfléchir sur son comportement. Effectivement, préparer des supports différents et surtout avoir des objectifs différents en amont pour mes élèves lors des visites scolaires, avoir une grande diversité d'objectifs afin que chacun d'entre eux puisse s'y retrouver et trouver surtout son intérêt dans ces différents projets me semble être une direction que je vais essayer de suivre. Voilà, donc on était sur ces intelligences multiples, mais avant d'entrer dans la multiplicité d'intelligences, voyons déjà qu'est-ce que c'est que l'intelligence tout simplement, ou qu'est-ce que nous entendons par intelligence. Pour la plupart des gens, l'intelligence ressemblerait à une sorte d'ordinateur. Tout se jouerait en fait en fonction de la qualité de cet outil qui se trouverait quelque part dans notre cerveau. Et en quelque sorte, un bon ordinateur donnerait évidemment une intelligence de qualité, un individu capable de réussir des merveilles. Mais l'inverse serait juste également, ce qui voudrait dire que si l'ordinateur est médiocre, malheureusement, les résultats le seront aussi. Mauvaise pioche, mauvais destin, quel déterminisme! Évidemment, la réponse de Howard Gardner est bien différente. Le fondateur des intelligences multiples est un homme aux multiples talents lui-même. Il a fait de nombreuses études, c'est un excellent musicien, assez pour avoir même imaginé vouloir en faire son métier. Il est professeur, chercheur à l'université d'Harvard ainsi qu'à la faculté de médecine de Boston. C'est un psychologue du développement, spécialiste en sciences cognitives, professeur de neurologie et en éducation. Pour lui, ce n'est pas une intelligence ni un ordinateur que nous avons dans notre tête ou sur lesquels est construite l'intelligence, mais en fait, nous posséderions un bouquet d'intelligence, des intelligences multiples, chacune ayant une compétence spécifique et toutes dialoguant entre elles. En 1983, à l'âge de 40 ans, il publie un ouvrage qui va être la base de sa théorie. Cet ouvrage a été traduit en français par Les formes de l'intelligence. Cette théorie n'a pas été acceptée aussi facilement ainsi que l'on pourrait l'imaginer. En fait, elle a même été assez controversée puisque, à l'époque, l'intelligence gravitait essentiellement autour des compétences du langage et de la logique. Ces deux compétences évidemment importantes pour réussir à l'école. Les psychologues n'ont donc pas trop adhéré à cette théorie. En revanche, les parents et les enseignants, qui étaient entourés d'enfants, d'apprenants de différents âges, niveaux, et esprits et capacités, a en fait immédiatement attiré leur attention et ils voyaient bien que l'expérience jouait un rôle ainsi que l'environnement social et culturel en fonction de l'accomplissement de différentes tâches. Mais revenons un petit peu en arrière et notamment sur ce que l'on appelait la mesure de l'intelligence. En effet, au tout début du XXe siècle, nous avons Albert Binet
qui est un psychologue et pédagogue français et qui, à ce moment-là, cherche lui aussi à définir les signes cognitifs de l'individu. Et c'est ainsi qu'en 1901, il publie un ouvrage qui s'intitule L'étude expérimentale de l'intelligence. Cette publication et les recherches de Binet se situent dans un endroit important puisque en France, on est en train de mettre en place l'école publique et là aussi, on s'intéresse à l'intelligence, aux capacités des enfants à suivre un cursus scolaire. Ainsi, en 1905, à la demande du gouvernement français, Alfred Binet ainsi que son collègue Théodore Simon, tous les deux, créent une échelle métrique qui vise à mesurer le développement de l'intelligence. Il s'agit de ce qu'on a appelé le test Binet-Simon. Ce test est constitué d'une batterie de questions auxquelles il faudrait répondre le plus clairement possible. Il est intéressant d'imaginer l'environnement de l'époque pour mieux comprendre les erreurs éventuelles d'interprétation. On est au tout début du XXe siècle et on utilise donc des photos en noir et blanc à partir desquelles on pose des questions de description aux enfants oralement. Et tout en répondant à ces questions, on demande aussi de reproduire des dessins mathématiques, et ceci avec un porte-plume. Alors on peut imaginer que si l'enfant n'entend pas bien, s'il ne voit pas bien, ou si en plus il a quelques difficultés à tenir son porte-plume, eh bien, tout cet environnement ne va pas forcément être à son avantage. Mais qu'importe, les résultats tombent entre le retardé mental et l'individu au haut potentiel intellectuel. Voici donc le test Binet avec sa forme de courbe Gauss et ainsi qu'on le voit, tout se passe entre l'intelligence faible et l'intelligence supérieure, 68%, la grande majorité des gens. En fait, évidemment, depuis 1905, les sciences cognitives et les neurosciences se sont développées. Un grand nombre de recherches et différentes approches sur le sujet ont enrichi et modifié nos connaissances et notre réflexion sur l'intelligence. Et si évidemment les recherches de Howard Gardner ont démarré à partir de l'approche psychométrique, les résultats qu'il en a tirés sont évidemment différents. Pour lui, en effet, d'abord il remet en question directement la conception même de l'intelligence et du quotient intellectuel. Pour lui, la notion unitaire d'intelligence est fausse. L'insuffisance des tests du quotient intellectuel proposé, dit test de Binet, est axé essentiellement sur les capacités logiques et linguistiques, ce qui est loin d'être suffisant. Et l'idée de la détermination de l'intelligence fixée dès la naissance et à vie est fausse. On ne peut absolument pas se baser sur le déterminisme. C'est ainsi que, pour lui, sa théorie va se structurer autour de 5 points. Donc l'intelligence humaine n'est ni fixe ni mesurable. C'est un ensemble composé de 8 différents types d'intelligence qui sont elles-mêmes distinctes, indépendantes, reliées entre elles. Chacune de nous les possède et elles évoluent différemment pour chacun de nous tout au long de notre vie, en fonction de notre parcours, des victoires et des défaites, en fonction de son environnement social et culturel. Alors, les 8 intelligences multiples, elles sont ainsi. Donc, la première est l'intelligence verbale linguistique, la seconde logico-mathématique, la troisième visuelle spatiale, la quatrième corporelle kinesthésique, la cinquième musicale rythmique, la sixième interpersonnelle, la septième intra
personnelle et la huitième, naturaliste. Howard Gardner définit les intelligences sous le nom de intelligence à partir de certains critères qui déterminent ce que certains pourraient appeler des compétences. Pour lui, ce sont réellement des intelligences et il les propose avec un certain nombre de critères. Ici, nous retiendrons essentiellement que chaque intelligence est un ensemble de compétences pour résoudre des problèmes du quotidien, qu'elle permet d'être un outil pour construire un produit ou un service à valeur ajoutée pour une culture donnée. C'est également un moyen de créer de nouveaux savoirs, de résolver des problèmes dans ces spécificités de chaque intelligence. Évidemment, ces intelligences aussi se situent dans des lieux spécifiques du cerveau. Et en fait, Howard Gardner, lorsqu'il a effectué ses recherches, avait remarqué effectivement que les accidents de certains de ses patients qu'il étudiait pour ses recherches étaient en lien, certaines compétences qui avaient disparu étaient en lien avec des accidents qui avaient effectivement causé un manque au niveau du cerveau et que ces intelligences étaient vraiment différentes, positionnées différemment sur le cerveau, à des endroits bien précis. Voici donc les spécificités et la particularité de chacune de ces 8 intelligences que nous possédons. La première est l'intelligence verbale linguistique, c'est-à-dire la capacité à utiliser les mots et la langue, lire, écrire comme un écrivain, penser en mots, exprimer clairement sa pensée, être un bon orateur, jouer avec le vocabulaire comme pour Question pour un champion, avoir une bonne connaissance de la langue et même être capable d'apprendre des langues étrangères. Et cette intelligence verbale linguistique, on la trouve bien sûr chez les enseignants. La deuxième intelligence est logico-mathématique, l'aptitude avec les chiffres, les nombres, le raisonnement. Calculer, être à l'aise avec les nombres comme un mathématicien, questionner, créer, imaginer des stratégies, résoudre des problèmes logiques, jouer aux échecs. La troisième intelligence, visuelle, elle est visuelle et spatiale, c'est la capacité que nous avons à penser en 3 dimensions. Se repérer dans l'espace, suivre un plan, être un bon marin, penser en images ou en photos, visualiser, dessiner, être un peintre, construire comme un architecte ou bien comme un sculpteur. La quatrième intelligence est l'intelligence corporelle kinesthésique. C'est l'habileté à manipuler les objets et l'aptitude à s'exprimer avec son corps, comme ce couple de patineurs dans cette petite icône. Donc danser, faire du sport, être un footballeur, parler avec ses mains ou bien être habile avec ses mains comme le plombier à 6 bras. La cinquième intelligence est l'intelligence musicale rythmique, la capacité à être sensible au rythme et au son, chanter comme ce groupe de pop, jouer d'un instrument comme Louis Armstrong, composer, aller au concert, être un chef d'orchestre ou un compositeur comme Mozart, Bach, Chopin. La sixième intelligence est interpersonnelle. C'est la capacité à comprendre et interagir avec les autres, avoir de l'empathie pour les autres, aider les autres, travailler en groupe, en équipe, entrer facilement en relation avec les autres. La septième intelligence personnelle
et l'intrapersonnel. Avoir une bonne connaissance de soi, méditer, être un philosophe, se réserver des moments pour soi, faire de l'introspection, tenir un journal intime, ou bien aimer être seul pour justement revenir vers soi et méditer, apprécier la nature. La 8e intelligence est naturaliste, c'est-à-dire la capacité à reconnaître et classifier les formes et les structures dans son environnement, mais son environnement pas seulement la nature, mais son environnement professionnel également. Donc explorer la nature, être en lien avec tout ce qui est vivant, organiser, classifier, sélectionner, faire de la recherche scientifique et aussi faire des enquêtes. Quelqu'un auquel on pourrait penser comme une intelligence naturaliste développée est bien sûr Darwin, qui correspond effectivement à ces compétences et à cette spécificité de l'intelligence naturaliste. Donc, ainsi que l'on vient de le préciser, chacun doit pouvoir améliorer son profil personnel et on sait que malheureusement, les chemins de vie ne sont pas les mêmes pour chacun d'eux. Cependant, ainsi qu'on l'a compris, chacun doit pouvoir avoir l'opportunité de diversifier et ces 8 intelligences et de les développer. Alors bien sûr, évidemment, certains nous diront que, mais il me semble que certains vont parler de 9e ou d'une 10e intelligence multiple. Effectivement, Howard Gardner a même imaginé une intelligence spirituelle, non pas comme la 9e, mais peut-être 8,5. Donc pour l'instant, nous en sommes toujours à 8. Merci pour votre écoute et à bientôt. Au revoir. Merci encore.